Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui va porter cette fois-ci un peu plus sur l'activité physique, sur la santé. On a choisi ce sujet aujourd'hui parce que on le voit notamment avec le discours politique, avec les Jeux Olympiques, mais même au niveau des politiques publiques, l'activité physique est de plus en plus importante et de plus en plus utile pour le maintien en bonne santé des gens. Et sauf que ce qu'on retrouve sur le terrain de manière générale, c'est que beaucoup de professionnels de santé, que ce soit des médecins, des diététiciens, diététiciennes nutritionnistes, disent oui, mais c'est parfois compliqué, je ne sais pas quoi donner à notre patient. Donc c'est là l'objectif de ce webinaire, c'est de pouvoir vous donner justement des informations sur, que ce soit dans des cas de pathologie chronique ou sur des choses plus proches de la santé, de pouvoir de vous donner des clés, des outils pour pouvoir conseiller vos patients dans cela. Donc pour cela, nous accueillons aujourd'hui Mathilde Murat. Donc Mathilde Murat qui est chercheuse dans le domaine de l'activité physique adaptée et dont les sujets de recherche sont spécifiquement l'implantation de l'activité physique dans le cadre de pathologies chroniques notamment. Et elle va justement nous présenter les différences entre activité physique et sport, les doses d'activité, les modalités d'activité physique qui peuvent être implantées pour des pathologies chroniques et par quels moyens. Et ensuite, nous continuerons avec Maxime Lay, qui est diététicien nutritionniste plutôt spécialisé dans le sport, qui va nous présenter un ou deux cas qui sont plus proches d'une pratique, d'un suivi dans le cadre sportif amateur. Donc Mathilde, je te laisse présenter et tu pourras commencer ta présentation. Merci beaucoup, Étienne, et merci à la Société Aminogramme de m'avoir invité à présenter un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'activité physique et la santé, de manière très générale. Alors, pourquoi s'intéresser à l'activité physique? Premièrement, première et meilleure raison, l'homme a toujours été actif. D'un point de vue de l'évolution, l'homme a réussi à survivre parce qu'il était actif et extrêmement endurant. Et d'un autre côté, aujourd'hui, comment ça s'applique à nos sociétés? La société se sédentarise et donc on essaye de réimplanter l'activité physique dans nos modes de vie. Et les recherches actuelles montrent, la majorité d'entre elles montrent les bienfaits du sport santé au sens large. Et dans un contexte de vieillissement de la population, on a de plus en plus besoin du sport santé pour que nos populations vieillissent en bonne santé. Je voulais juste vous présenter ces courbes d'espérance de vie sur les 20 dernières années. Depuis qu'on enregistre l'espérance de vie en Europe, dans les pays occidentaux, elle ne fait qu'augmenter chez les hommes comme chez les femmes pour atteindre 85 ans, plus de 85 ans et presque 80 ans chez les hommes. Alors que l'espérance de vie en bonne santé, elle, depuis une vingtaine d'années, elle stagne chez les hommes comme chez les femmes. Elle n'augmente plus. Ce qui fait que les femmes passent en moyenne plus de 20 ans en mauvaise santé dans leur vie et les hommes passent en moyenne 16 ans en mauvaise santé au cours de leur vie. Cette mauvaise santé, elle est en grande partie imputable aux maladies chroniques non transmissibles, qui sont responsables de près de 75% des décès dans le monde, ce qui est fort dommage quand on sait que la prévention est possible à tout moment de la vie des individus et surtout à tout stade de la maladie, en se focalisant sur les facteurs de risque principaux qui sont le tabagisme, l'inactivité physique, la consommation d'alcool, l'alimentation et la pollution. Moi, je me focaliserai sur mon sujet d'intérêt, mon sujet d'étude, qui est l'activité et l'inactivité physique dans cette présentation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on se mette tous d'accord sur les termes. Quelle est la différence entre le sport et l'activité physique, la sédentarité et l'inactivité, le sport santé, l'activité physique adaptée? Est-ce qu'on parle de la même chose ou pas? Donc, tout d'abord, l'activité physique, c'est tout mouvement qui est produit par les muscles du corps humain qui résulte en une augmentation de la dépense énergétique. Ça veut dire qu'on ne se réduit pas uniquement au sport, mais on peut qualifier comme activité physique tout mouvement dans le cadre du travail, du déplacement, de l'activité physique au domicile et de l'activité physique de loisir. Donc, ça veut dire tout mouvement qui élève la dépense énergétique au quotidien.
Dans l'activité physique de loisir, on peut sous-catégoriser l'exercice physique et enfin le sport, qui a pour but d'améliorer la condition physique ou d'améliorer les relations sociales ou qui a pour but la compétition. Donc vous voyez que le sport, c'est uniquement un sous-ensemble de l'activité physique et dire qu'on se réduit au sport pour améliorer la condition physique des patients, c'est totalement faux, puisque l'activité physique est bien plus large et bien plus facile à implémenter dans la vie de nos participants, de nos patients. Pardon. Que dit l'OMS? Les recommandations de l'OMS préconisent pour les adultes jusqu'à 65 ans 150 minutes d'activité physique modérée par semaine ou 75 minutes d'activité physique soutenue par semaine ou une combinaison des deux, en plus de 2 séances de renforcement musculaire qui permettent de maintenir le tonus musculaire dans la population. Chez les personnes âgées, la simple recommandation en plus, c'est d'augmenter la quantité de renforcement musculaire et de pratiquer des exercices d'équilibre pour lutter contre la sarcopénie qui pourrait être liée à l'âge. L'inactivité physique, c'est donc le fait de ne pas atteindre ces recommandations en activité physique. Donc, être inactif physiquement, c'est ne pas atteindre cette quantité d'activité physique qui est préconisée par l'OMS, soit en termes de durée, d'intensité ou de fréquence des exercices. On estime dans le monde 3 à 5 millions de décès qui sont imputables à l'inactivité physique. Et on sait que la moitié des femmes, près de la moitié des femmes et près de 2 hommes sur 3 seulement atteignent les recommandations de l'OMS en termes d'activité physique. Donc, ce qui nous laisse encore beaucoup de travail pour implémenter l'activité physique au quotidien chez nos patients et dans la population générale. En plus de l'inactivité physique, facteur de risque supplémentaire de contracter des maladies chroniques non transmissibles, la sédentarité. Alors, la sédentarité, c'est le fait de rester assis au cours de la journée. Alors, il n'y a pas de seuil, dire on est sédentaire, on n'est pas sédentaire. La sédentarité s'accumule au cours de la journée et on est sur des effets délétères dose dépendants. Plus on passe de temps sédentaire, plus les effets délétères sur la santé sont différents. Alors, il a été démontré dans plusieurs études que l'inactivité physique et la sédentarité avaient des risques cumulatifs sur la santé. Pour bien vous montrer que c'est différent, que c'est 2 choses bien différentes, je vais prendre mon propre cas. Je passe 8 heures par jour assise à mon bureau au cours de la journée, donc je suis extrêmement sédentaire. Mais pour autant, je viens tous les matins au vélo au travail, je fais mes séances de sport dans la semaine, donc j'atteins les recommandations de l'OMS en termes d'activité physique. Donc je suis sédentaire, mais active physiquement. C'est bien 2 choses à différencier quand on fait des études en termes d'activité physique et de sport santé. Comme je vous disais, j'ai un travail très sédentaire, mais c'est le cas de 90% des Français qui passent plus de 3 heures par jour assis et près de 40% qui passent 7 heures par jour assis. C'est énorme. Autre définition, le sport santé, c'est le sport pour améliorer la santé des participants. Donc, je disais, le sport, ça peut avoir plusieurs buts, l'amélioration de la santé, les relations sociales ou la compétition. Le sport santé, c'est le sport qui se focalise sur l'amélioration de la santé. Donc, c'est le sport comme prévention primaire des maladies chroniques dans la population. Et c'est la cible des politiques de santé publique, le fameux manger-bouger. C'est la prévention primaire contre les maladies chroniques dans la population générale, qui est à différencier de l'activité physique adaptée, qui s'adapte à des personnes ayant des besoins spécifiques et qui ont besoin de pratiquer dans des conditions spécifiques qui sortent de l'ordinaire. Donc ça peut être des personnes en situation de handicap, mais aussi des personnes âgées, des adolescents. C'est l'activité physique adaptée aux particularités de tout le monde dans le cadre des préventions secondaires des pathologies et ou du vieillissement, qu'on s'adapte aux populations dans leur ensemble et à leurs particularités. Dernière définition que j'aimerais vous amener avant de continuer dans le vif du sujet sont les qualités ou les aptitudes physiques. C'est l'ensemble des grandeurs mesurables chez un individu, la force, la vitesse, la résistance, l'endurance, etc., etc. Elles sont presque infinies et chaque activité physique en demandera d'autres. Donc chaque individu
peut avoir plus ou moins de force, plus ou moins de vitesse, plus grande résistance que d'autres. Et l'ensemble de ces qualités physiques va définir la condition physique d'un individu. J'aimerais m'attarder sur une en particulier, qui est l'endurance, la capacité d'endurance, qui est la capacité aérobie qui se mesure par la VO2 max. Donc, on va revenir très rapidement dessus. Donc, maintenant qu'on est d'accord sur les termes, l'activité physique, quelles sont les preuves? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait accumulé un bon nombre de preuves sur son efficacité. Si on se penche sur la capacité aérobie, donc la VO2 max dont je vous parlais tout à l'heure, on sait qu'inexorablement, elle diminue au cours de la vie. Mais vous voyez qu'elle est aussi dépendante du niveau d'activité physique des individus. Donc, si vous pratiquez plus d'activité physique, vous allez être capable de réaugmenter votre VO2 max au cours de votre vie et de changer de catégorie. Pourquoi c'est tellement important? Parce qu'on sait que la capacité physique, principalement liée à la capacité aérobie, va être dépendante du risque relatif de décès. Vous voyez ici à gauche que plus on augmente la capacité physique, moins on va avoir de risque de décès, et ce, chez des sujets sains comme chez des sujets atteints de maladies cardiovasculaires. Capacité physique est intimement liée au risque de décès dans la population générale. La durée d'activité physique, donc la pratique d'activité physique au quotidien, est aussi liée au risque de survenue de maladies, donc les événements ischémiques, les AVC, les maladies cardiaques, le risque métabolique de diabète et certains types de cancers. Le risque est diminué avec la pratique d'activité physique. Je pourrais continuer très longtemps, mais je vais juste vous donner un dernier exemple, qui est les effets de l'activité physique sur la santé mentale. Des 40 minutes d'activité physique par jour. Et notez bien ici que je vous parle d'activité physique et non de sport. 40 minutes, ça peut être de la marche pour aller acheter le pain, ça peut être aller promener le chien, ça peut être etc. Des 40 minutes d'activité physique par jour, on obtient des bénéfices notables sur la santé mentale des individus. Donc maintenant que vous êtes convaincu que l'activité physique est bonne pour la santé, comment l'appliquer chez vos patients, chez vos participants, dans votre population générale, dans des individus sains? Comment l'implanter au quotidien? C'est la question que se sont posées des experts de l'INSERM dans une expertise collective qui a été publiée en 2019. Ils ont passé en revue une quantité de documents et d'articles scientifiques très importante, et il en ressort que l'activité physique est la première intention à visée thérapeutique dans le cadre de l'obésité, du diabète de type 2, de l'artérite oblitérante du membre inférieur et de la dépression. Et dans toutes les autres maladies qu'ils ont étudiées, l'activité physique était utile pour la qualité de vie, pour la survie des patients. Quelle que soit la maladie étudiée, l'activité physique était toujours préconisée en complément à un autre traitement. En pratique, il y a très très peu de contre-indications à l'activité physique chez les participants. Elles sont extrêmement spécifiques, comme vous pouvez le voir, et elles concernent uniquement, non pas uniquement, mais en grande majorité, des maladies en phase aiguë ou des maladies non traitées. Chez un patient stable, traité pour sa maladie, il y a très 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 peu de contre-indications à la recommandation de l'activité physique. L'expertise collective de l'INSERM, elle a donc conclu que la pratique d'activité physique adaptée stabilisait les systèmes de l'organisme, améliorait, réduisait le risque de symptômes et de maladies chez les participants pour réduire la fatigue, les symptômes, les complications, et était utile en prévention secondaire et tertiaire des maladies chroniques. Puisqu'on est tous d'accord que c'est utile, l'autre conclusion dont ils ont fait part, c'est que le problème, c'est l'adhésion à l'activité physique, la motivation à pratiquer l'activité physique chez les individus. Comment on arrive à les motiver? C'est là qu'on change un petit peu de domaine et qu'on va se pencher sur la psychologie. Et il existe ce qu'on appelle des théories de changement du comportement qui ont théorisé le changement du comportement, ici pour promouvoir une meilleure activité physique, mais c'est aussi utile pour promouvoir une meilleure nutrition, pour promouvoir un arrêt du tabac, etc. Donc, ils ont théorisé les techniques utiles pour changer le comportement des participants, des patients. La plus utile, c'est la fixation d'objectifs et l'auto-suivi des patients.
Et pour ça, j'aimerais vous proposer deux applications qui sont totalement gratuites, qui sont pour la plupart même installées d'office sur les smartphones que vous pouvez acheter dans le commerce. C'est Google Fit et Apple Santé. Ces applications, elles vous permettent de suivre le nombre de pas que font vos patients au cours de la journée, ce qui permet d'établir un auto-suivi. Le patient peut tous les jours aller regarder son application et regarder combien de pas il a fait dans la journée. Et ça permet aussi de fixer des objectifs. Le patient dit, bon, ben, la dernière semaine, en moyenne, j'ai réalisé 5000 pas par jour. Ben, la semaine prochaine, je vais me fixer pour objectif d'arriver tous les jours à 5200 pas, 5300 pas dans la semaine. La fixation d'objectifs, promouvoir la fixation d'objectifs au quotidien pour le patient, c'est extrêmement utile pour promouvoir un changement de comportement. Autre chose que vous pouvez faire en tant que professionnel de santé, c'est informer vos patients des conséquences sur la santé de l'activité physique. Quelles sont les conséquences d'une pratique d'activité physique dans le sens positif et quelles sont les conséquences sur la santé de l'inactivité physique? Vous pouvez, informer dans les deux sens. Et enfin, dernière chose que vous pouvez faire, c'est vous renseigner si dans le cadre des CHU ou dans le cadre des associations alentours, il existe des groupes d'activité physique, se sociabiliser, appartenir à un groupe. Ce sentiment d'appartenance à un groupe, ça permet de promouvoir l'activité physique de manière durable. Un participant peut aller une fois par semaine à son groupe d'activité physique adaptée. Ça l'aidera à maintenir des objectifs. C'est un objectif aussi d'aller une fois par semaine à ce groupe, mais aussi de participer et de promouvoir la sociabilisation, l'activité physique par la sociabilisation. Dans le cadre de la prévention primaire de l'accident vasculaire cérébral, ce qu'on sait depuis de nombreuses années, c'est que l'activité physique modérée à intense réduit le risque d'AVC ischémique et hémorragique. Ça, c'est connu depuis de très nombreuses années. Plus on est actif, plus on réduit le risque d'AVC. Donc, une récente méta-analyse a retrouvé ce résultat. Donc, si vous voyez ici en jaune, c'est les patients les moins actifs. Pardon, ce n'est pas des patients, c'est des participants. En jaune, les participants les moins actifs, qui font le moins d'activité physique modérée à intense au cours de la journée, ont le plus grand risque d'incidence d'AVC au cours, vous voyez, des 9 années de suivi. Et ce qui était tout nouveau dans cette analyse, c'est qu'il montrait la même chose avec l'activité physique de faible intensité. Donc, la marche au quotidien, faire le ménage sans forcer, etc. On retrouvait les mêmes résultats. Les patients qui pratiquaient le moins d'activité physique légère, donc en jaune toujours, avaient le plus haut risque d'incidence d'AVC. Et en bleu clair, les participants qui pratiquaient le plus d'activité physique, même légère, avaient un risque d'incidence d'AVC réduit au cours de leur vie. Et c'est à mettre en perspective avec le résultat qu'ils ont trouvé sur la sédentarité. Donc, plus vous êtes sédentaire, donc en bleu clair, plus vous avez un risque de faire un AVC au cours de votre vie. Ça aussi, c'était également connu. Mais ce que cette étude suggère, c'est qu'il faut bouger. Remplacer n'importe quel temps de sédentarité par une activité physique, même de faible intensité, ça peut être extrêmement utile pour réduire le risque d'AVC. Donc ça, c'est de la prévention primaire, c'est dans les populations générales. Conseiller de la marche au quotidien à vos patients, même à des sujets sains, ça peut réduire l'incidence des AVC au cours de la vie. Maintenant, en termes de prévention secondaire et tertiaire, j'aimerais d'abord vous donner quelques, on ne dirait pas des règles, mais d'expérience, quelques consignes entre guillemets. On ne parle pas de sport à ces patients. Le mot sport, il effraie, il fait peur. On ne dit pas à ces patients qu'il faut faire du sport pour être en meilleure santé. Jamais, jamais. Si le patient vous dit qu'il pratique déjà, évidemment. Mais quelqu'un qui va venir vous voir, vous ne lui dites pas il faut vous mettre au sport. Vous lui dites on va faire de l'activité physique. Et tout de suite, ça intrigue un petit peu plus. Dites comment? Eh bien, de la marche au quotidien, ça peut être utile. Mais si le patient est réfractaire, on ne lui parle pas de sport, ça va l'effrayer. Aussi, on respecte le niveau initial de chaque patient. On individualise les conseils qu'on lui donne. Et pour ça, je reviens à mes applications qui sont extrêmement utiles pour voir ce que le patient fait déjà avant de venir vous voir. Vous pouvez voir sur les applications ce qu'ils font et donc leur conseiller d'augmenter par rapport à ce qu'ils font déjà, leur proposer des objectifs de nombre de pas par rapport à ce qu'ils sont capables de faire.
Et enfin, on reste toujours progressif. La progressivité, c'est la clé de l'adhésion à l'activité physique. On ne va pas proposer du jour au lendemain de doubler les objectifs. On reste graduellement, on augmente graduellement les objectifs qu'on propose à nos participants, à nos patients. Maintenant, je vais passer un petit peu en revue plusieurs maladies chroniques et les recommandations spécifiques qu'on pourrait faire à ces patients. Pour des patients atteints de diabète de type 2, les recommandations, les études qui ont montré l'efficacité de l'activité physique modérée sont très nombreuses. Et il y a plusieurs études récemment qui montrent que le renforcement musculaire associé à ces activités physiques d'endurance permet également de baisser l'hémoglobine glyquée. Donc, on propose qu'il est possible d'ajouter du renforcement musculaire chez ces patients. Pour fixer des objectifs, un minimum de 2h30 par semaine, donc graduellement pour y arriver, avec un objectif de 3h30 si c'est possible, à scinder en 3 séances par semaine d'activité physique modérée et intense, c'est possible de proposer aux patients atteints de diabète de type 2, contrôlés évidemment, ce type d'exercice. Vous pouvez associer du renforcement musculaire, comme je vous disais tout à l'heure. Les charges lourdes sont possibles chez ces patients. Il est possible de leur proposer un renforcement musculaire à charge lourde. Ce n'est pas délétère pour leur santé. Et en complément, vous pouvez aussi leur proposer des exercices de souplesse, d'équilibre, que du yoga, des étirements au cours de la semaine. C'est également bénéfique pour ces patients. Autre type de pathologie, la pathologie vasculaire, l'artérite oblitérante du membre inférieur. Tout comme le diabète, l'activité physique reste le traitement de première intention, avec de nombreux bénéfices démontrés dans la littérature. Les séances au minimum, des séances de marche d'au minimum une demi-heure, pouvant aller jusqu'à 1 heure, avec un minimum de 3 séances par semaine, c'est le minimum préconisé pour ces patients. Vous pouvez aussi leur donner des objectifs de 7500 pas par jour. Alors évidemment, comme je disais tout à l'heure, si c'est des patients qui ne marchent 3000 pas quand vous les voyez, vous n'allez pas leur proposer tout de suite de monter à 7500. Il faut graduellement leur proposer d'arriver à cet objectif. De manière très intéressante, je vais vous montrer une étude récente qui a été publiée, donc où ils ont fait marcher des individus à faible intensité. Ils ont fait marcher certains individus à haute intensité, à une intensité qui provoquait des symptômes de douleur au niveau des jambes et un groupe contrôle. Ce qui en ressort, c'est que uniquement le groupe qui pratique de l'activité physique intense a une augmentation sur le test de marche de 6 minutes. Donc uniquement le groupe qui pratique de l'activité physique de haute intensité améliore ses capacités physiques. Donc la douleur n'est pas forcément un frein à la pratique. Donc, évidemment, si le patient se tord de douleur, il faudra lui expliquer qu'il faut ralentir, s'arrêter, mais jamais arrêter la pratique d'activité physique. Repartir doucement, graduellement, faire plus de séances et éventuellement, les douleurs vont s'espacer et les capacités physiques du patient vont s'améliorer. Dans le cadre de l'arthrite, par exemple, nombreux bénéfices démontrés également sur beaucoup de capacités physiques. Et j'aimerais profiter pour dire qu'il n'y a aucun lien qui a été établi entre l'activité physique, même la course à pied de loisir, et l'apparition d'arthrose. Ce n'est pas, c'est le mythe du patient arthrosique qui s'arrête de faire tout. C'est actuellement mon job, c'est de combattre ce mythe entre l'inactivité physique et l'arthrose. Pas du tout. Plus on bouge, mieux ça va aller. Et moins on bouge, plus on va entrer dans ce cercle vicieux de déconditionnement chez le patient. Et l'objectif avec l'activité physique, c'est de rentrer dans un cercle vertueux, diminuer les douleurs, augmenter la mobilité, effectuer du renforcement musculaire. Comment on fait ça? On privilégie les exercices en décharge, la natation si c'est possible, tout ce qui ne fait pas mal, marcher avec des bâtons si c'est possible, tout ce que le patient peut réaliser, tout ce qui peut bouger sans que ça lui fasse mal, on peut lui proposer. On fait du renforcement musculaire pour maintenir les articulations, pour soutenir les articulations chez ces patients. Et enfin, ça vaut aussi pour les lombalgies, ce type de recommandation, exercice en décharge, renforcement musculaire, pour ne pas entrer dans un cercle vicieux de déconditionnement chez les patients. Au cas de la sarcopénie, c'est un petit peu plus compliqué, ce qui peut être associé au vieillissement, mais il peut aussi être associé à plusieurs maladies chroniques. Et là, les recommandations sont beaucoup plus spécifiques.
On privilégie les exercices contre-résistance, ciblant l'ensemble du corps pour freiner la sarcopénie dans sa globalité. Et là, les recommandations sont très variables en fonction du niveau initial du patient. On peut aller de 6 à 15 répétitions sur 1 à 4 sets d'exercices. Ça veut dire qu'on peut répéter ces 6 à 15 répétitions de 1 à 4 fois, avec un temps de récupération qui est à adapter entre chaque patient. Mais ça déjà plus compliqué à mettre en place de manière écologique et plus adapté à la clinique. Chez ces patients, il faut toujours la progressivité, augmenter progressivement l'intensité et le volume de l'exercice. C'est encore plus important que dans les autres pathologies pour ne pas les effrayer, pour ne pas les... Si la sarcopénie est extrêmement liée à la mortalité, donc lutter contre la sarcopénie, c'est extrêmement important. Et chez ces patients, le but ultime, c'est qu'ils continuent à pratiquer. Et donc, le but ultime, c'est de ne pas les effrayer et qu'ils continuent à pratiquer. Donc évidemment, ça doit être couplé à un apport protéique adapté. Et là, je sors totalement de mon domaine d'expertise et je laisserai mon collègue compléter tout à l'heure. Mais sarcopénie, exercice de résistance, apport protéique adapté, c'est primordial pour ces patients. Et enfin, l'obésité. L'activité physique est à nouveau le traitement de première intention. Chez ces patients, on a un énorme risque de surmorbidité et donc la promotion de l'activité physique est primordiale pour éviter cette surmorbidité. On peut leur proposer de la marche avec ou sans bâton, avec bâton si ça peut les soulager, du fitness, de la musculation, de la danse, s'ils s'en sentent capables. Attention, pour ces patients, il y a également une problématique d'image de soi. Donc, si les patients ne sont pas spécialement à l'aise, on ne va pas les envoyer faire de la natation, de la danse. On va les écouter et savoir ce qui leur ferait le plus plaisir de pratiquer. Pour éviter le risque de blessure, on va favoriser toujours les exercices en décharge, donc la marche avec les bâtons, de l'ergocycle, de la natation, si c'est possible et si le patient s'en sent capable, évidemment. Et toujours, en cas de l'obésité, la complémentarité avec la nutrition est primordiale. Je vous parlais tout à l'heure d'objectifs à fixer pour les patients. Vous pouvez fixer des objectifs en termes de nombre de pas par jour et sur des objectifs pour le court terme et pour le moyen ou le long terme. Un suivi par la bioimpédancemétrie permet de fixer des objectifs à long terme, donc entre 2 rendez-vous avec les spécialistes. Eh bien, s'il y a 6 mois, dire l'objectif, c'est d'augmenter au quotidien votre nombre de pas pour dans 6 mois arriver à ce taux de masse grasse. Pour arriver dans 6 mois à ce taux de masse musculaire, la bioimpédancemétrie peut être primordiale pour les patients pour fixer des objectifs sur le long terme et leur montrer qu'ils progressent effectivement et effectuer un renforcement positif qui leur permet d'être satisfaits du résultat et de maintenir la motivation à pratiquer l'activité physique au quotidien. Rapidement, je vais vous faire un point sur l'aspect légal. L'activité physique adaptée a été légiférée en France entre 2016 et 2017 pour les patients qui ont des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer, dans un but de limiter les facteurs de risque et d'éviter des limitations fonctionnelles chez ces patients. En 2022, cette loi a été précisée par une deuxième loi où la prescription d'activité physique adaptée possible pour les médecins pour des patients en arrêt longue durée. Et la liste des maladies a été étendue et spécifiée. Également, les personnels qualifiés pour la dispenser ont été précisés. Les kinésithérapeutes, masseurs kinésithérapeutes, ergothérapeutes et psychomotriciens pour les professionnels de santé et les enseignants en activité physique adaptée santé pour les non professionnels de santé. En conclusion, tous les moyens de bouger sont bons. On fait bouger tout le monde, on encourage tout le monde à pratiquer. Si c'est juste de la marche, c'est pas juste de la marche. Je vous ai montré, juste de la marche, ça peut permettre de diminuer l'incidence des AVC. Juste de la marche, ça peut améliorer la qualité de vie d'un patient. Juste de la marche, ça peut sauver des vies. Donc, on ne parle pas de sport, mais d'activité physique, parce que l'activité physique, ça se fait toute la journée. C'est monter chercher son café à pied, pas prendre l'ascenseur, c'est aller promener son chien à pied, c'est aller acheter son pain à pied, descendre un arrêt de bus plus tôt. Il y a énormément de moyens
de marcher plus au quotidien. Et deuxième chose, pour vous, en tant que professionnel de santé, on fixe des objectifs concrets à nos patients pour qui se motivent à pratiquer et on n'hésite pas à l'écrire. Si vous l'écrivez comme vous prescririez des médicaments, pratiquer de l'activité physique. L'écrire, puisque l'écrire, ça ancre les choses et ça donne une valeur aux choses qui est supérieure à la valeur orale. Et le patient se sent plus concerné par un message écrit qu'un message oral. Si tout ça vous intéresse, l'expertise collective de l'INSERM, elle est disponible en ligne. Et je vous invite également à consulter le site de l'ONAPS, c'est l'Office national des activités physiques et de la sédentarité, qui est très complet en matière de recommandations, d'outils de mesure de l'activité physique chez les patients et chez les sujets sains. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je reste disponible évidemment. Merci Mathilde. Très intéressant. Effectivement, pour les questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On passera un temps à la fin pour y répondre. Je vais te laisser départager ton écran, s'il te plaît. Puis Maxime, si tu veux, non, c'est à toi. Tu peux continuer. Oui, ça marche. Ben, merci Mathilde pour cette présentation. C'est vrai que ça remet un peu les pendules à l'heure. Du coup, j'ai perdu tout le monde. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, Oui, c'est c'est bon. bon, on t'entend. Ah, cool. Effectivement, je rejoins Mathilde. Je me présente, Maxime Ley, je suis diététicien en Puy-de-Dôme. Alors, j'ai la connotation du sportif, effectivement, avec le diplôme universitaire, mais en libéral, la majorité du temps, je vais avoir vraiment ce stéréotype de patient, de patientèle, comme évoqué ici. Et donc oui, je rejoins Mathilde sur le plus dur, c'est de pouvoir ajouter des objectifs, en tout cas initier un mouvement, sans jeu de mots. C'est que vraiment, la plupart des patients, généralement quand on a passé la quarantaine, entre 40 et 60 ans, 70, on a le quotidien qui prend le dessus, le travail et la famille. Et donc derrière ça, on s'oublie. Donc les habitudes de vie sont vraiment très, très, très ancrées. Et la confiance en soi aussi. Et en fait, la confiance va être le premier moteur pour pouvoir ne serait-ce que fixer des objectifs. Fixer des objectifs, c'est le plus dur parce que déjà, c'est pas dans les habitudes des personnes. Donc peut-être même que d'avoir un tracker, une application, c'est pas forcément évident avec les catégories de personnes. Mais ça marche bien, pour le coup, pour l'avoir essayé. Très bonne idée d'avoir. Je reprends un petit peu mes notes parce que j'ai bien suivi. On a de plus en plus de coachs, je ne sais pas si on dit coach APA, en libéral. Donc, c'est une nouvelle denrée à utiliser. Je trouve que c'est quand même assez exceptionnel maintenant. Donc, ça peut aussi rassurer une personne plutôt que de la motiver à aller au sport. Autant vous dire que si on l'envoie au Basic Fit ou dans une salle de sport, ça ne va pas le faire. Que quand on est en Auvergne et qu'il fait -5 dehors la moitié de l'année, aller marcher, c'est pas évident. Donc en fait, peut-être parfois juste une prescription de kiné, ben, ça peut aider. Et tout est dans la démarrer de 0 à 1 la locomotive. La locomotive est longue et lourde et il faut savoir l'enclencher. Derrière ça, effectivement, nous, en tant que diète, on va essayer d'avoir un rôle pour rassurer et de venir après soutenir cette activité et ou ces pathologies avec l'alimentation. Euh, je vous présenterai un petit cas après pour une personne assez, une jeune, en fait, une jeune adolescente. Je vais faire le lien du coup avec ce diaporama. Mais pour revenir aux patients que l'on a en majorité, hein, la stratégie, ça va être surtout d'arriver à inclure insidieusement du mouvement et des changements alimentaires. C'est-à-dire que on interdit d'interdire, on ne fait que réorganiser et soumettre des idées. Donc évidemment, par écrit, c'est toujours mieux. Donc faites votre compte rendu. Ça serait toujours intéressant d'avoir une trace écrite. On va essayer de regarder déjà l'hydratation. Souvent, en fait, on a des réticences au niveau articulaire. Peu importe, même s'il n'y a pas de pathologie, souvent,
souvent, il y a mal de dos, ce que j'appelle des articulations dans des toiles d'araignée. Et souvent, on a un manque d'eau. On peut le voir en fait avec le BioDXpert, mais généralement, juste avec l'anamnèse, ça va être la première implication. Et derrière ça, en fait, on va avoir une initiation, un mouvement, ne serait-ce que d'aller aux toilettes, d'aller se chercher des bouteilles d'eau, de commencer à se prendre en charge juste avec l'hydratation. On ajoute sans retirer. La composition corporelle, elle varie beaucoup en fonction donc de ce cadre de vie. Beaucoup de rétention d'eau. Encore une fois, sans parler d'hydratation, on va avoir un facteur stress qui entre en jeu. Et nos professions, comme l'a dit Mathilde au début, sont sédentaires. Et là, c'est mon expérience qui parle. J'ai vraiment l'impression que plus un métier est sédentaire, plus on a tendance à avoir des patients stressés. Très sincèrement, l'état émotionnel des personnes sédentaires, des personnes de bureau, je trouve que c'est un peu plus marqué. Et derrière ça, en fait, la confiance en soi et en fait, les prises alimentaires et la qualité alimentaire s'en suivent. La prise alimentaire est une conséquence de ce cadre de vie. Donc c'est vrai que d'ajouter des objectifs, parfois ça peut vraiment être contre-productif parce qu'il y a ce côté de devoir et ça rajoute une source de stress. Donc ça, c'est vous, professionnels de santé, qui serez capable de le personnaliser. Le mot est là, hein, c'est vraiment de la personnalisation. Et le BX3, encore une fois, le biodexpert qu'on utilise, est souvent, au-delà de belles explications, un moyen d'adhérer. Encore une fois, ça fait des suivis très efficaces, mais d'avoir un papier imprimé, un papier envoyé par mail, les personnes ont leur propre suivi. C'est comme si elles faisaient un bilan sanguin. Donc ça vient d'eux. Je vais essayer de partager mon écran. Alors, ici, je vais vous présenter un cas. Alors, mettre en attente, partager. Dites-moi bien si vous voyez. Alors, Ouais, ah bah, du c'est bon, on coup, voit ton écran. là, vous voyez quoi? Est-ce que vous voyez On voit les résultats. deux On PDF? voit les résultats de la mesure. D'accord, ok. Hop, j'essaie de. Je sais pas si je déplace. Franchement, j'ai aucun retour de mon écran, donc je ne sais pas si vous avez l'entièreté de ce que je vois. Oui, Euh, c'est bon, Maxime, on voit bien les résultats, on voit bien la feuille, c'est lisible. Impeccable. Merci. Alors, ici, c'est une analyse d'une personne qui a 14 ans, qui mesure 1,78 m et 72 kilos, de type caucasien. Ce que je voulais présenter ici, c'est que la sédentarité, ça commence jeune, ça commence très jeune. Et souvent, c'est plus que inclure une habitude comme le brossage des dents que de donner après une envie à faire du mouvement à une personne de 40, 50 ans. Aujourd'hui, on a l'école, hein, tout simplement, qui nous laisse assis sur une chaise. Le pouvoir de cette habitude est vraiment, vraiment impactant. Il s'avère que cette personne-là, cette jeune fille, eh ben, elle est aussi sportive de haut niveau. Alors, haut niveau, il faut forfait un dossier, etc. Il faut être majeur. Mais à 14 ans, elle a un niveau exceptionnel de par son physique. Elle fait de la natation, un sport qu'on a évoqué juste avant. Pourtant, elle est venue me voir avec une grande fatigue. Euh, il a fallu prendre le temps de faire une anamnèse. On s'est dit, mais tiens, à quoi ça pourrait être dû? Est-ce qu'elle fait trop de sport? Ce serait le premier impact. Comme on l'a dit tout à l'heure, trop de sport, la dose fait le poison, et pas assez aussi. On a regardé elle fait à peu près 2 heures de sport tous les jours, mais avec des cycles d'intensité différentes. Et elle a les compétitions le samedi. Bon, on s'est dit, ben, quand même, ça paraît un peu élevé, mais ça reste dans la norme. D'autres jeunes sont dans ce niveau-là. Bah, pourquoi être dans cet état-là de fatigue? Il s'avère que cette fatigue, en fait, dégradait ses notes à l'école, sa capacité d'attention, ses relations sociales. Tient donc un peu comme une personne potentiellement un peu plus âgée. Donc, je retrouvais un petit peu tous les critères. J'ai continué un petit peu l'anamnèse. La croissance, elle était, on va dire que
quasiment, vous savez, ça s'arrête, ça ralentit assez vite, mais elle l'a fait d'un coup. Mais bien, on va dire qu'elle a ralenti avant de venir me voir. Donc aujourd'hui, en fait, elle était plutôt dans une stabilité au niveau poids-taille, hein, tout simplement. On a continué. Son sommeil, il s'avère que le sommeil est une grande composante de la capacité d'attention et de fatigue. Et donc, aussi d'activité, de clarté d'esprit. Il s'avère qu'elle dormait suffisamment. Encore une fois, on pourrait se dire, bah, tiens, elle a 14 ans, elle est sur TikTok avant d'aller au lit. Mais pour le coup, non. Bon. Euh, eh bien, en fait, on a continué tout simplement sur l'alimentation. Parce que c'est toujours les questions que je pose plutôt à la fin, puisque c'est une conséquence. Et j'essaie de toujours enlever tous les critères qu'il pourrait y avoir. Au niveau des règles, pas de problème. Au niveau des pertes sanguines, pas de problème. Ça pourrait être aussi au niveau des niveaux de fer. Le bilan biologique était correct. Et en fait, j'ai fait une analyse avec le BX et on s'est rendu compte qu'elle avait une rétention d'eau. Alors, je vais essayer. Alors, là, ce sont les dernières analyses. C'est-à-dire que j'ai fait plusieurs points de mesure. Il y en a d'autres avant, on ne va pas forcément les voir. Je vais descendre. Mais c'était une fille, en fait, tout simplement, qui vivait dans un contexte assez anxiogène, où les parents étaient en situation d'obésité, potentiellement une des causes de sa taille et de son poids. Il s'avère qu'elle était à l'œil, c'était très bien, hein, mais dans la NIMC plutôt correcte. Mais son contexte a fait que elle était vraiment nourrie suffisamment en quantité pour pas que son bilan sanguin soit dégradé, mais il y avait des carences, des déficiences plutôt, que ces carences se constatent. Il s'avère que surtout, elle mangeait hyper sucré et hyper salé. Qu'est-ce que ça a un impact sur sa vitalité? Eh bien, derrière ça, elle buvait. Elle ne buvait pas. Elle ne buvait plus. Et je reviens sur mon discours de tout à l'heure. En fait, l'hydratation qu'elle avait, elle faisait énormément de rétention d'eau. Son corps était en constant stress, ce qui fait que du coup, elle épuisait nerveusement son physique, ce qui fait qu'à l'école, elle n'arrivait plus à avancer. En fait, elle avait moi je pourrais dire ça comme un pseudo burn-out. Je ne suis pas médecin, je ne diagnostique pas. Mais derrière ça, en fait, ce que je ne comprenais pas, c'est que elle était en pression par sa famille, son corps. Toute la journée, elle restait assise sans bouger. Et on pourrait se dire, mais tiens, comment faire pour en fait s'en sortir? Donc, après l'analyse, on s'est rendu compte que c'est rétention d'eau à fond, elle n'arrivait pas à cogiter, on a réintroduit de l'eau. On s'est rendu compte aussi qu'elle avait une faiblesse en protéines. Et donc là, je reviens avec ce que disait Mathilde, c'est que nos besoins en protéines permettent beaucoup, beaucoup de choses au niveau physique. Au-delà on pense, de la masse musculaire, potentiellement les tendons, mais la capacité à synthétiser des neurotransmetteurs. On parle souvent de dopamine ou de sérotonine. La capacité, du coup, à initier des choses, de l'entrain, de pouvoir se réguler, d'avoir un cycle circadien correct. C'est souvent dû aux protéines. Et donc, généralement, dans des contextes comme le sien, on ne mange pas suffisamment de protéines de bonne qualité. Et donc, j'ai dû la réaugmenter. Alors, on le voit en principe à peu près ici. Gentiment mais sûrement, on réaugmente ses apports en protéines. Et derrière ça, on a un poids qui se débloque, pardon. On a une migration des calories, surtout des mauvaises calories, entre guillemets, elle mangeait plutôt des index glycémiques pardon, élevés et des acides gras plutôt saturés, vers des protéines de bonne qualité, évidemment avec tout le reste qui va bien, c'est-à-dire des féculents, des légumes bruts, le moins transformés possible, euh, des féculents complets. Et tranquillement, son poids s'est débloqué. On a perdu quasiment, est-ce qu'on peut le voir le poids ici? Dis-moi si, Étienne, tu peux m'aider. Parce que du coup, en fait, j'ai un indicateur pour le poids. Non, non, on va pas avoir le poids sur cette fiche-là. Ok, ça marche. On a perdu quasiment 6 kilos. Et ses parents ont eu très peur. Ils se sont dit, mais dis donc, mais comment ça se fait que... euh, en fait, notre but, c'est qu'elle soit en vitalité, tout simplement. Eh bien, elle a flashé de l'eau. Donc, j'aimerais bien... Est-ce que vous voyez ici les curseurs de l'autre côté? J'arrive pas à les Oui, oui, décaler. c'est bon. Voilà.
Elle a flashé du lot. Alors, c'est un mot un peu vulgaire dans le sens où elle a perdu sa rétention d'eau. Elle s'est retrouvée avec une meilleure mobilité, une perte de gras quasiment dans les 3 mois qui ont suivi, une perte de graisse. Donc, en fait, tranquillement, elle a diminué ses calories. Elle était toujours en train de digérer des index glycémiques élevés, des graisses saturées, pour pas dire fast-food, des sodas. Mais pourtant, tout son bilan sanguin était correct. Et c'est là tout mon point, c'est que grâce au BX, en fait, j'ai pu améliorer tout de suite l'adhérence de cette jeune fille et aussi de ses parents à changer tranquillement et sûrement leur contexte de vie. Il s'avère que avec une prise en charge nutritionnelle, on a pu induire une modification de son quotidien, de son humeur. Derrière ça, avec l'humeur, elle a pu améliorer, je dirais, sa tolérance au sport, sa tolérance à sa vie, en fait, son énergie revenue. Ça a impliqué que son contexte, ses parents ont changé. En fait, ça a été vertueux pour toute la famille. Derrière ça, ses performances se sont améliorées sensiblement. Elle a changé de catégorie, une catégorie au-dessus, tout en étant en énergie. Tout ça pour dire que à l'école, en fait, il n'y a pas que la sédentarité, ça fait beaucoup, ça implique beaucoup de choses, mais aussi l'alimentation permet de débloquer et d'être aussi, je dirais, une activation dans le mouvement et dans la fixation d'objectifs. Il n'y a pas que la marche, mais la marche a aidé beaucoup pour certaines personnes. D'autres, ça va être une accroche différente, peut-être plus technique, peut-être plus mathématique. Mais en tout cas, c'est vraiment la personnalisation à chaque patient où on va arriver à déclencher et à avancer sur notre projet, quoi, sur notre projet commun. Voilà, donc j'ai pas d'autres choses à dire. Je pense que j'ai pas mal de... J'ai survolé un petit peu tous les curseurs. Voilà, de la sédentarité, sommeil. Au niveau de sa taille, c'était OK. Et puis au niveau de l'alimentation, maintenant, elle suit tout. Et le contexte de vie a changé beaucoup. D'abord dans le foyer et après, ça s'est du coup changé ailleurs que son foyer. Merci pour votre écoute. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, merci Maxime. Je vais juste te demander si tu peux arrêter le partage, ça sera peut-être plus simple pour Ouais. pouvoir répondre aux questions. Euh, donc, il y avait déjà une première question de Katia Guillard. Je suis désolé si je prononce mal votre nom. Du coup, qui était comment faire adhérer à l'activité physique lorsque le patient se focalise sur les sensations immédiates négatives à la reprise et ne voit pas les effets à long terme. Ça peut être un frein à l'activité physique. Dans ces cas-là, euh, première solution, ça peut être discuter avec le patient, voir si dans son passé, il a déjà eu cette thématique de reprise du sport et s'il a déjà rencontré ces problématiques et qu'il y est déjà arrivé. Donc, le rappeler des succès passés pour essayer de les remettre au goût du jour et de reprendre l'effort. On peut informer les effets positifs de l'activité physique. Donc là, a priori, les effets négatifs sont bien présents, donc on ne va pas accentuer cette idée-là, mais on va mettre le patient en confiance, lui expliquer que ce qu'il fait, c'est très bien et qu'il faut continuer comme ça, lui expliquer les effets bénéfiques sur le long terme de l'activité physique et peut-être voir s'il y a trop d'effets négatifs, il y a peut-être des bilans de santé, des bilans composition corporelle, des bilans nutritionnels à faire aussi en complément. Euh, mais c'est vrai que c'est du cas par cas et ça dépend des comorbidités aussi. Est-ce que ce patient, il a beaucoup de maladies? Est-ce que... Voilà, ça peut être... Je suis désolée, ma réponse n'est pas Hmm. est pas très précise, mais ça dépend d'énormément de choses et mettre le patient en confiance. Être sûr qu'il ait confiance en lui et pour augmenter le sentiment d'efficacité. C'est sûr que ça peut être compliqué. C'est que le mot négatif, ça enveloppe tellement de choses, c'est pas très, Mm.
difficile d'être précis sur une question écrite, on comprend, mais c'est vrai que sensation négative, pour moi, c'était des courbatures. En fait, ils n'aiment pas ça. Peut-être que juste l'intensité dès le début est un peu trop élevée par motivation, hein. Il y a Après, la motivation chute vite, donc tout va être dans la répartition et le step by step. La Et progressivité, exactement. pour compléter, je rejoins tout à fait la partie progressivité. Moi, je voulais compléter notamment ce qui a été dit, parce que parfois on arrive aussi dans des cas où ces sensations désagréables, ça peut être des sensations d'essoufflement, ou ça peut être des sensations de brûlure musculaire. C'est souvent ce qui est dit par les gens. Et parfois, en fait, il faut réussir à discuter, à identifier ce qui est le problème et d'essayer de trouver une solution dans ces conseils pour en fait faire une activité physique qui va avoir un effet à long terme, c'est ça qui est compliqué, mais qui va dans tous les cas essayer de minimiser les, euh, les impacts négatifs. Un exemple qu'on prend souvent, c'est les gens qui ont des problèmes au niveau respiratoire. De plus en plus, on leur conseille de faire d'abord de l'exercice en musculation, ce qui permet de ramener un équilibre corporel et une certaine fonctionnalité, et notamment de baisser aussi ces sensations désagréables, ce qui leur permet de refaire d'autres choses derrière. Donc en fait, souvent, vous pouvez avoir ça, ou quelqu'un qui va avoir, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui va être en obésité, qui va avoir du mal à se déplacer parce que bah, il y a des sensations très désagréables ou des choses comme ça, bah, essayez de lui conseiller peut-être, par exemple, des exercices de vélo ou des exercices de musculation qui vont induire des, des, des effets bénéfiques tout en minimisant ces sensations désagréables. Après, ça, Mathilde et Maxime, vous compléterez, je pense, aussi bien les accompagner et leur dire notamment le Biodie Expert peut être intéressant pour ça, de leur montrer que ça a quand même un effet, qu'ils ne le voient pas encore, mais que ça a un effet petit à petit et que c'est bon pour leur santé. Ouais, tout à fait, ouais. Mais j'ai souvent des personnes, moi, qui sont sédentaires plus, euh, et en fait, la partie, les sensations immédiates négatives sont souvent, en fait, l'a priori de l'autrui. Euh, c'est souvent, franchement, le premier complication, et puis le deuxième, c'est ça va être les courbatures, quoi. Mais la confiance en soi aussi, enfin, c'est vraiment, Mm, dès que j'ai des courbatures, je suis pas assez bon, donc comme je suis pas assez bon, à quoi bon? Euh, c'est un schéma que je retrouve vachement, c'est d'un cercle vicieux en passer sur un cercle vertueux. Tout est là, la locomotive, elle est lourde, il faut énormément d'énergie pour passer de 0 à 1. Quand 1 est passé, on a déjà de quoi faire. mm. Après, c'est quelque chose qui me vient là et je ne sais pas si vous aborderez dans mon sens, mais on, on- on parle souvent là d'appréciation de soi et se dire que je suis pas assez bon. Mais là, est-ce que ça peut pas être intéressant justement parler de sport et notamment de sport de haut niveau et de dire que même pour des sportifs de haut niveau, la reprise se fait de manière progressive et c'est tout aussi dur pour eux mentalement parce qu'en plus Ouais, ils savent ce qu'ils ont perdu et ils savent ce qu'ils doivent récupérer. ouais, ouais, Donc en tout à fait, ils fait. sont pas les seuls dans ce cas-là et je sais pas si ça peut aider justement dans cette mise en place de dire qu'au final, on n'est pas tout seul et tout le monde vit ça. Hum, hum, hum. Mais oui, oui, bah, si on parle un peu psychologie sportive, effectivement, je ne suis pas psychologue, c'est encore une fois que de l'expérience, mais il y a ce côté hargneux. Déjà, d'être sportif, ça catégorise un peu les types de personnes. Euh, L'ego est un peu mis en jeu et c'est aussi un formidable moteur, l'ego. Donc, il y a des personnes qu'on va avoir en diète libérale où l'ego fonctionne super bien. Euh, mais ils nous le disent, hein, c'est eux qui veulent, il faut qu'ils soient stimulés ou au contraire, Mm. le moindre petit truc, ça fait un pétard mouillé. Et donc là, je tiens mon chapeau aux autres professions pour arriver à ce qu'on travaille ensemble parce que moi, je n'ai pas les compétences, quoi. Mais c'est effectivement, c'est tout à fait ça à un autre niveau. Ouais. Les sportifs de haut niveau, quand ils perdent, quand ils se blessent, ils ont souvent quand même cette hargne à enclencher, quoi. Et tout est là, hein. Tout est là. Ils ont compris, en fait. Le truc, c'est qu'ils comprennent. Parfois, les patients, il faut vraiment qu'ils se soient cassés le bras pour comprendre qu'il faut réparer le bras. Et nous, on essaye de dire, bah, il faut réparer le bras avant qu'il soit cassé, quoi. Vous voyez? C'est un peu le sujet.
Un petit peu ce que je disais tout à l'heure, se rappeler ses succès passés à soi, mais une solution, ça peut aussi être de rappeler le succès des autres, le chemin qu'ils ont parcouru pour en arriver là. Ouais. Et le moteur social est un moteur énorme de me dire, eh bien, il y a d'autres patients dans votre cas, vous n'êtes pas tout seul. Euh, et des fois, ça suffit. Ça dépend de la personnalité de tout un chacun. Des fois, ça suffit de dire, vous savez, vous n'êtes pas tout seul. Il y a d'autres personnes dans votre cas. Ce que vous faites, c'est déjà formidable. Et il y a des personnes pour qui il faut vraiment les inclure dans des groupes, leur montrer physiquement qu'il y a d'autres personnes dans la même galère et qu'il y a d'autres personnes qui sont là et que le moteur social, le moteur psychologique, ça peut être des formidables moteurs de remise à l'exercice. Parfait. Je vais prendre la question suivante qui, je pense, là alors, du coup, je vais prendre deux questions qui sont pour Maxime. Je vais les poser en même temps, comme ça, ce sera plus simple. C'était de savoir, en fait, quel indicateur tu as utilisé pour savoir que les apports protéiques étaient insuffisants et Oui. aussi de savoir comment tu savais qu'il y avait une rétention d'eau. Quels indicateurs tu as utilisé pour avoir une rétention d'eau? Alors, pour les protéines, le meilleur indicateur, c'est l'anamnèse, hein, c'est la discussion avec la personne. Tu n'as même pas besoin de calculer. Généralement, tu sais très bien que quand il y a un repas sur trois ou quatre où tu as une vingtaine de grammes de protéines, tu sais que ça, et que la qualité de l'alimentation, du coup, n'est pas là. Effectivement, si c'est un peu plus sensible, moi, pour mon cas, là, cette jeune fille, elle avait des apports suffisants en tout. Euh, mais c'était la qualité tu vois, des protéines qui n'étaient pas là. Effectivement, le curseur, c'est de mémoire, c'est la masse protéique métabolique, qui était légèrement dans les clous. En fait, on était dans le vert, tu vois, mais c'était un peu léger. Effectivement, en conséquence, après avoir rééduqué et recalibré l'alimentation, au fur et à mesure des mois, ce curseur-là s'est amélioré. Ensuite, pour la rétention d'eau, encore une fois, euh, surtout chez une femme, tu vois, c'est l'anamnèse et c'est visuellement le premier. Ensuite, il y a le curseur de l'hydratation. En fait, tu as l'équilibre intracellulaire et extracellulaire, et tu te rends très vite compte que si tu as une masse protéique un peu basse, des acides aminés un peu bas dans les cellules, cette pression aquatique, en fait, elle diffuse. Tu te retrouves avec plus une alimentation hyper sodée, des oestrogènes à son âge. Tu te retrouves avec de la rétention d'eau et les cuisses en botte. Faut pas être devin pour voir que les chevilles, tu vois à peine le tendon, quoi. Donc, donc oui, cet indicateur, en fait, l'indicateur tu le vois, les patients le voient, et comment toi tu vas le dire, tout est là en fait. C'est que ça va adhérer. Donc tu tournes l'écran, tu montres ton PDF, et cet indicateur de rétention d'eau, tu vas le voir, il est décalé à la norme, et c'est souvent en rapport avec l'intracellulaire. Euh, voilà, tout simplement. Alors, il y a une dernière question, parce que je vois l'heure. C'est Christelle Pontois qui a une patiente qui est en prépa de semi-marathon, qui va boire presque 4 litres d'eau par jour, et pourtant elle est marquée comme déshydratée. Est-ce que vous avez une explication, sachant que ça peut être compliqué de lui dire de boire plus? À qui l'honneur? Je pense, vas-y, c'est peut-être. Moi j'ai peut-être en partie une explication, mais je vais te laisser d'abord répondre qui, toi, ce sera plus sur la mise en place. Moi, je peux peut-être avoir une explication aussi. Voilà, pour Ouais, compléter. ben, la mise en place, tout simplement, il faut toujours un peu plus d'informations, comme d'hab, hein. Euh, Premier truc qui me vient à l'esprit, faut pas l'ignorer, ça se trouve, elle ne boit pas assez ou elle transpire beaucoup. Bon, voilà, c'est compliqué d'en boire plus. Par contre, à côté, il y a aussi des pertes sodiques. Le sel est un électrolyte qui permet aussi la rétention d'eau, la contraction musculaire. Si elle prépare un marathon, on sait à quel point on est dans euh, j'allais dire un trouble du comportement quand on prépare un marathon, mais dans le sens où quand on a un vrai objectif et surtout sur de l'endurance, souvent il y a des entraînements peut-être un peu trop. On peut avoir aussi du coup de l'inflammation. Et là, du coup, je passe la balle à Étienne. Euh,
Je pense que peut-être tu as abordé ça, je me Voilà. trompe totalement. Après bah, je pense que Mathilde pourra compléter aussi. Je pense que sur la partie endurance aussi, surtout si elle prépare un semi-marathon, ça va dépendre de son volume et d'intensité d'entraînement. Après, comme l'a dit Maxime, effectivement, peut-être qu'elle transpire pas mal surtout si elle fait du sport en intérieur, mais peut-être qu'elle transpire beaucoup, ce qui fait qu'il y a beaucoup de pertes, notamment des pertes sodiques. Donc à ce moment-là, bah, elle va perdre beaucoup plus qu'elle apporte, donc elle va se déshydrater. Ce qui fait qu'à ce moment-là, bah, souvent, ce qui est conseillé, ça peut être des boissons d'effort, notamment des boissons isotoniques, ce qui permet en fait de maintenir la quantité de sodium, enfin, en tout cas d'électrolytes. Aussi, il y a quelque chose souvent qu'on prend moins en compte au niveau de l'hydratation, c'est que dans ce type de sport, notamment des sports d'endurance, on a une consommation de glycogène qui est très importante, en fait. On consomme beaucoup, beaucoup de glycogène, surtout si on commence à s'entraîner beaucoup. Et parfois, en fait, on a tendance à pas suffisamment. Alors, soit on mange suffisamment pour refaire ses réserves de glycogène, surtout si on ne mange pas pendant l'effort. Mais surtout, il faut savoir que pour refaire du glycogène, en fait, une molécule de glucose est liée à entre 3 et 4 molécules d'eau. Donc théoriquement, si vous reprenez 100 grammes de glycogène, vous devez avoir 400 millilitres d'eau. Ce qui fait qu'il y a peut-être une partie de cette eau, en fait, qui est plutôt liée à ça. Et en fait, qu'il n'y a pas un apport suffisamment en eau. Après, alors, Mathilde, toi, je ne sais pas comment c'était quand tu faisais encore du biathlon, mais moi, pour faire du cyclisme, je sais que des jours d'entraînement, je peux boire bien plus que 4 litres d'eau. Je peux monter à 5, 6 litres facile en fonction, avec 1,5 litre, voire 2 litres d'eau pendant la séance, parce que je me déshydrate assez rapidement, soit à cause de la chaleur, soit à cause de l'effort. Euh, j'ai pas grand-chose à ajouter à ça. D'autre que d'expérience, les jours d'entraînement, on boit beaucoup plus que les jours de repos. Euh, oui, vraiment, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter que ça. Si je peux que être d'accord avec tout ce qui vient d'être dit avant moi. Presque Après, 4 après, litres. Oui, pardon. Ouais, je Après, disais presque 4 litres. excuse-moi, juste pour Ouais, compléter vas-y. rapidement, quelque chose qui peut être vraiment intéressant, je ne sais pas si c'est le cas de votre patiente, c'est vraiment bien lui conseiller de bien s'hydrater pendant l'entraînement. Ça peut être, notamment avec aussi des boissons d'effort, etc. Ça peut être intéressant, surtout lors de sorties longues. Et ce qui peut, notamment aussi dans le cas d'une préparation de semi-marathon, éviter qu'il y ait un léger surentraînement. Surtout si elle n'est pas habituée à faire ça de base. L'habitude et On- ça devrait améliorer ses performances. En plus, ça serait contente. Hein. on- on- Quand on- on- expliquer, enfin boire, c'est difficile de boire davantage quand on est presque à 4 litres, ça veut dire moins 3, enfin ça me paraît plutôt la norme en fait où elle est. Je pense qu'elle pourrait ouais, boire un peu plus déjà. Je pense. Hein. J'aimais on- l'hypothèse. Et parfois en fait juste goûter, avoir une eau peut-être avec un peu plus de goût, euh, ça change la donne, que ce soit sucré ou pas. Hein. Mais parfois les gens en fait n'aiment pas l'eau, n'aiment pas. Ils voient la bouteille d'eau à côté de l'ordi, ils vont pas la prendre. Et ils sont pas. C'est pas évident. Hein. Mm. on- non, non, après, après voilà, je vois qu'il y a certaines personnes qui vous répondent aussi au niveau du chat. Effectivement, peut-être lui proposer de se peser avant et après, juste pour qu'elle voit la perte hydrique. Ça peut être intéressant. Ça peut être lui conseiller effectivement de boire pendant l'effort, d'essayer. Et après aussi, ça, je sais. Après, ça reste un cas particulier aussi. Effectivement, ça peut l'aider à optimiser sa récupération, ce qui permet que bah, si c'est sa préparation, qu'elle puisse avoir une progressivité qui soit suffisante pour pas se blesser ou pas faire du surentraînement avant. Ce qui est souvent le risque quand on commence à se mettre dans ce type de préparation, parce qu'on a envie d'en faire trop, on se repose pas suffisamment et surtout quand on commence à avoir des volumes assez importants. Mais après aussi, voilà, comme ça a été dit, après la séance, avoir un peu d'eau, effectivement, de l'eau salée. Ça peut permettre effectivement de aussi avoir une meilleure absorption de l'eau. Il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes pour ça. Alors, Moi, je je vois, suis je vois d'accord qu'il est avec. 13h35, qu'on a un peu dépassé. S'il y a une
toute dernière question. On peut la prendre rapidement. Euh, Sinon, bah, je vais déjà commencer à remercier le temps si quelqu'un veut écrire sa question. Bah, déjà, je vous remercie à tous les deux pour votre intervention. C'était intéressant. J'espère que pour l'audience, ça a permis de vous aider un peu aussi sur ces problématiques que sont justement l'activité physique, les modalités, ces modalités d'implantation. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, il n'y a pas de questions. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre présentation.